Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de présentation de l'appel à projet L'innovation collaborative au croisement des filières organisé par les 7 pôles de compétitivité bretons en partenariat avec les 7 technopoles de Bretagne. Avant de laisser la parole à Claire qui va présenter le dispositif et animer la matinée, un petit point logistique. Vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le bloc questions qui est à droite de votre écran. N'hésitez pas, c'est là pour ça. Et pour les personnes qui ont choisi de pitcher un projet ou une compétence en deuxième partie de matinée, c'est moi qui vais vous basculer en tant qu'intervenant. Pour l'instant, vous êtes participant, donc vous ne pouvez pas activer micro et caméra. Mais je vais en tout cas faire la manipulation en cours de webinaire. Donc cela, vous devriez recevoir un message pour accepter le partage de micro et caméra. Je vous remercierai par contre de ne l'allumer que lorsqu'on vous donne la parole. Merci à tous, bon webinaire et Claire, je te laisse la main. Bonjour à tous. Donc on va commencer par la présentation de l'appel à projet innovation au croisement des filières. Donc c'est la 7e édition. Donc l'objectif de cet appel à projet, donc c'est favoriser l'émergence de projets collaboratifs de R&D qui ont pour objectif de mettre au point donc des produits, services, procédés innovants qui vont pouvoir en fait permettre la création d'activités, donc une hausse de chiffre d'affaires et donc la création d'emplois sur le territoire. L'objectif, c'est de créer des synergies entre des secteurs publics et privés, donc entreprises et puis laboratoires de recherche, et de soutenir au croisement des filières économiques régionales les innovations donc, qui sont portées majoritairement par des PME ETI. En termes de contexte, donc cet appel à projet en fait est financé par le Conseil régional qui a voté donc en session décembre 2020 sa nouvelle stratégie régionale de recherche et d'innovation, donc qu'on appelle S3, pour la période 2021-2027. Et dans cette stratégie d'innovation, donc sont identifiés 5 domaines d'innovation stratégique au sein de la Bretagne. Donc économie maritime pour une croissance bleue, économie alimentaire du bien manger pour tous, économie numérique sécurisée et responsable, économie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie, et économie de l'industrie pour une production intelligente. En parallèle de ces 5 domaines d'innovation, il y a également 3 axes transversaux qui sont transition numérique et industrielle, transition écologique et environnementale et transition sociale et citoyenne. Et c'est important en fait d'avoir ces domaines d'innovation en tête puisque, comme vous avez noté, le nom de l'appel à projet, c'est Innovation collaborative au croisement des filières. Donc il faut que les projets qui candidatent à l'appel à projet se positionnent au croisement de ces 5 domaines d'innovation et ou de ces 3 axes transversaux. Donc il faut minimum en fait, par exemple, 2 10 ou un 10 et un axe transversal. Alors on peut passer à la suivante. Alors, pour que votre projet soit éligible, donc c'est ce que je viens d'expliquer, il faut s'inscrire dans au moins 2 des 5 domaines d'innovation, y compris les axes transversaux de la S3 en Bretagne. Il faut mener un projet de R&D collaboratif structurant pour l'économie régionale, c'est-à-dire en lien avec les filières régionales, des marchés porteurs, que ça permette des relations collaboratives pérennes entre acteurs privés et services et organismes de recherche. C'est très important, il faut obligatoirement que le projet soit porté par une PME ETI bretonne. Donc une PME, c'est une entreprise qui a moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros. Et une ETI, c'est une entreprise qui a moins de 4 999 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard. Donc cette entreprise PME ETI bretonne porteuse, il faut qu'elle s'associe à minima avec une autre entreprise bretonne, plus alors une autre entreprise bretonne ou non, et un autre centre de recherche. Alors ce qui est important de préciser, c'est que les acteurs non bretons ne sont pas financés, donc il faut qu'ils trouvent des financements par ailleurs ou s'autofinancent. Et il est important de noter que les entreprises en difficulté ne seront pas éligibles. De même, en fait, si vous êtes impliqué dans un projet d'innovation,
Vous pouvez demander des aides qu'à hauteur de vos fonds propres. Et il faudra que votre projet donc soit labellisé ou collabellisé par un ou plusieurs pôles des 7 pôles de compétitivité présents en Bretagne. Donc on est aujourd'hui tous les 7 présents. Atlampol Biothérapie, Pôle Mer Bretagne Atlantique, VG Police Vallée, EMC2, Valorial, Imager Réseau et ID Forcar. Donc, étant donné qu'on est sur un appel à projet au croisement des filières, un collabel entre 2 pôles sera obligatoire pour illustrer justement ce croisement de filières, dès lors que le projet en fait s'inscrit dans un domaine d'innovation stratégique d'un des autres pôles. Donc, s'il y a un refus de collabellisation, donc ça sera étudié au cas par cas, sachant que ce qui est privilégié, c'est vraiment les projets collabellisés par plusieurs pôles présents en Bretagne. Alors, pour ensuite être sélectionné, sachant qu'on est dans une démarche concours, donc il faut être le meilleur et bien sûr avoir tous ces critères pour être sélectionné. Donc, il faut que votre projet soit innovant, c'est-à-dire que ce que vous allez proposer n'existe pas déjà. Il faut un consortium de qualité, donc c'est-à-dire un consortium relativement équilibré. Et il est très important d'avoir donc des PME impliquées dans le projet de façon significative. En termes de financement, les centres de recherche ne peuvent pas demander un financement, une demande d'aide supérieure à 40% de l'ensemble des aides demandées dans le projet, puisque si on a des demandes d'aide en fait des centres de recherche qui sont supérieures à 40%, ça pourrait laisser penser que le projet est plus un projet de recherche qu'un projet d'entreprise. Donc c'est important qu'il y ait cet équilibre-là qui soit respecté. Il faut que votre projet soit réaliste et viable au niveau technique, économique et financier, tout en étant ambitieux. En termes de projet, il faut que la gestion du projet soit, enfin que le consortium soit en capacité de gérer le projet et notamment à gérer les aides publiques, notamment quand le partenaire reçoit des aides européennes. Donc, il faut des retombées économiques et technologiques directes pour chaque partenaire, entreprise privée significative, donc sous forme de nouveaux produits, procédés, services et technologies qui seraient à même d'être mis sur le marché à court terme, donc 3 ans après le début du projet. Donc, il faut des projets avec des TRL relativement importants. Et donc il y a les projets en fait qui seront plus particulièrement inscrits dans les axes transversaux de la S3, transition écologique, sociale, numérique et industrielle, seront particulièrement examinés. Et bien sûr, le dossier doit être complet. Alors, on précise que pour les entreprises qui ont déjà été financées l'année dernière dans le cadre de cet appel à projet, vous pouvez toujours candidater cette année, mais par contre, sachez que vous ne serez pas prioritaire. En termes d'aide, donc il faut que votre projet soit entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc ça, c'est le budget à l'échelle du consortium et non pas pour chaque partenaire. Le projet doit durer entre 12 et 36 mois, sachant qu'il n'y a pas de dépassement possible. Chaque partenaire recevra donc des subventions qui vont être calculées en appliquant un taux au total des dépenses éligibles. Donc pour les entreprises, les PME reçoivent 45% de subventions, pour les ETI 30% de subventions et pour les grandes entreprises 25%. Alors c'est possible si le partenaire est positionné dans une collectivité en fait qui a une convention de partenariat avec la région, par exemple Rennes Métropole, Brest. Les partenaires peuvent bénéficier d'un complément de financement jusqu'à 5% additionnel. Donc, ça veut dire qu'une PME, elle peut être financée jusqu'à 50% s'il y a ces 5% supplémentaires, 35% pour une ETI et 30% pour les grandes entreprises. Pour les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, ces organismes peuvent être financés à hauteur de 100% des coûts additionnels pour les centres de recherche publics et jusqu'à 80% des coûts pour les centres techniques qui peuvent être considérés comme organismes de recherche dans le projet s'ils sont inscrits dans une démarche régionale d'animation et de conseil en innovation intégrant le volet CEPR 2021-2027. Donc, le financement que vous recevrez, c'est un cofinancement région Bretagne avec des fonds du Conseil régional et ou des fonds régionaux européens, pardon. Et puis, il peut y avoir donc un supplément avec les collectivités partenaires.
Alors, il y a une grande nouveauté en fait cette année dans l'appel à projet concernant les dépenses éligibles et notamment la façon de faire remonter ces dépenses. Donc, pour simplifier en fait la justification des dépenses, notamment pour accéder aux fonds européens. Donc cette année, les dépenses éligibles vont être calculées de façon forfaitaire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour les entreprises, en fait, dans votre fichier Excel où vous devrez mettre vos dépenses, il vous suffira de mettre uniquement les dépenses de personnel de R&D. Et ensuite, à ces dépenses de personnel de R&D va être appliqué un taux forfaitaire de 40%. Et dans ces 40%, donc ça va couvrir l'ensemble des autres dépenses du projet qui n'auront pas besoin d'être affichées dans l'annexe financière. Donc ces autres dépenses, c'est les consommables, les amortissements d'équipement, sous-traitance et frais de mission. Donc vous, bien sûr, pour évaluer au mieux votre projet, vous aurez évalué ces différentes dépenses, mais dans votre fiche de justification de demande d'aide, vous n'aurez pas besoin en fait d'aller à ce niveau de détail. Donc si on prend l'exemple de l'entreprise Alpha qui a 100 000 euros de dépenses RH dans le projet, donc vous voyez à droite en fait dans la fiche le fichier Excel qui est le dossier, le document qu'on vous demande lorsque vous candidaterez. Donc vous voyez les dépenses éligibles. Dans les dépenses éligibles, il y a les dépenses directes, donc les dépenses de personnel. Donc 100 000 euros avec un ingénieur à 50 000 euros et un technicien à 50 000 euros. Donc un total de 100 000 euros de dépenses directes. Sur ces 100 000 euros de dépenses directes, on applique 40% de forfait. Donc ça vous fait 40 000 euros de forfait et vous avez un budget total de 140 000 euros. Voilà, et donc ça, c'est ce que vous aurez à préciser dans votre fiche, sans expliciter combien vous avez de consommables, d'amortissement d'équipement, sous-traitance et frais de mission. Sachant que bien sûr, il faut que tous les travaux de R&D soient réalisés en Bretagne, hors les travaux de sous-traitance. On peut passer à la suivante. Donc ça, c'était le cas pour les entreprises. Pour les laboratoires de recherche, centres de recherche, c'est un peu différent. Là encore, en fait, vous devrez expliquer donc les dépenses de personnel de R&D additionnel, donc tout ce qui est personnel non fonctionnaire, les consommables en plus, la sous-traitance, dont les prestations intellectuelles. Et sur ces 3 dépenses éligibles, sera appliqué un taux forfaitaire de 7%. Qui va couvrir les autres dépenses qui ne seront pas affichées. Donc, par exemple, l'amortissement d'équipement et les frais de mission. Donc, si on prend l'exemple du centre de laboratoire Beta engageant 100 000 euros de RH additionnel, donc là, on voit un ingénieur de recherche et un post-doctorant pour 50 000 euros. Ensuite, des consommables et petits équipements à 25 000 euros, plus 25 000 euros de sous-traitance. Donc, vous avez 100 000 euros de dépenses directes. Sur ces 100 000 euros, on ajoute 7 000 euros, donc les 7% en fait de dépenses forfaitaires. Donc le laboratoire a un budget éligible de 107 000 euros, auquel on ajoute des dépenses non éligibles du personnel permanent de 50 000 euros. Donc on a un budget total de 157 000, mais uniquement 107 000 euros de dépenses éligibles. Donc toujours pareil, avec uniquement des travaux réalisés en Bretagne. En termes de calendrier, donc là, l'appel à projet est lancé depuis décembre. Il est important en fait que vous déposiez vos projets auprès des pôles que vous avez identifiés le 28 février 2022, donc dans l'idéal aux 2 pôles que vous avez identifiés, ou au pôle qui vous semble le principal, si vous voulez, donc au 28 février 2022. Ça nous permettra, nous, d'avoir le temps en fait de vous accompagner pour avoir le dossier le plus adapté, le plus pertinent possible pour un dépôt le 14 mars 2022 auprès de la région. Ensuite, la région donc examine les projets éligibles. On vous proposera ensuite le 5 et 6 avril 2022 de présenter à l'oral votre projet en comité de présélection. Quelques semaines après, en fait, donc on va dire fin avril, début mai, on vous dira si votre projet est présélectionné. Si votre projet est présélectionné, vous devrez passer à une deuxième étape qui est, on va vous demander en fait un dossier plus étayé avec plus d'informations et qui devra passer par une labellisation par les pôles mobilisés dans votre projet. Donc deux labellisations du coup. Et cette labellisation s'étalera en fait de fin avril, début mai, jusqu'au 23 juin. Donc c'est pour en fait
passer en fait votre projet devant des experts et apporter une caution sur la qualité scientifique, technique et économique de votre projet. Et ensuite, votre projet devra être déposé final le 7 juillet 2022, donc complet et labellisé auprès de la région. Sachant qu'ensuite, la décision de soutien et conventionnement, du coup, vous l'aurez au second semestre 2022. Donc, comme je disais, le rôle des pôles, nous, en fait, on va recevoir vos pré-dossiers, les relire avant dépôt à la région, qui est prévu le 14 mars. Si vous manquez de partenaires, on peut vous mettre en relation avec des acteurs de l'innovation, justement pour compléter le consortium. On va vous aider à structurer votre projet si vous en avez besoin et vous apporter des conseils au montage au niveau technique et financier. Et puis, on vous accompagnera dans la labellisation pour apporter justement cette caution sur la qualité technique et stratégique du projet. Et puis, en tant que pôle expert de diverses thématiques, on va vous apporter cette vision également pour améliorer et optimiser au mieux votre projet. Alors, en termes de contact, donc vous avez nos 7 photos, donc des 7 chargés de mission des 7 pôles. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, Charlotte Nenny pour Atlampol Biothérapie, Thibaut Pasquier pour ID4CAR, Anaïs Turpot pour le pôle Mer, Gwen Weber pour Valorial, Marie-Christine Lancien pour EMC2, moi-même pour VG Polyisolé et Aude-Olivier Cadoret pour Imager Réseau. Alors, on va passer à la présentation, donc justement un petit pitch rapide de chaque pôle. Et je crois que le premier, c'est Valorial. Donc, je laisse la parole à Gwen. Merci Claire. Oui, donc on va se présenter chacun son tour pour présenter nos domaines d'innovation prioritaires. Donc pour Valorial, vous pouvez voir que nous en avons 6 qui vont de l'amont jusqu'à l'aval, donc au climat sol, production durable végétale et animale, excellence opérationnelle des fermes et usines, valorisation intégrale de la biomasse, offre alimentaire pour manger mieux et usage des services innovants, alimentaires innovants, avec une forte expertise sur les 4 derniers puisque c'est depuis 2015 notre cœur de métier. Et sur ces sujets, donc vous pouvez voir qu'on a accompagné plus de 520 projets collaboratifs qui représentent en fait 1 milliard de dépenses de R&D investies. Et donc ça, c'était notamment avec des projets faits avec nos 392 adhérents en 2021. Alors, pas tous les projets, mais on a un réseau de 392 donc adhérents avec quasiment 2 tiers d'industriels, ce qui représente en fait 800 structures dans tout l'Est de la France et même au-delà, puisqu'on a des adhérents qui ne sont pas forcément que dans l'Ouest. Et puis un réseau donc de 4000 personnes qui sont souvent donc voilà des responsables innovation, etc. Donc le pôle Valorial est situé, comme je vous le disais juste avant, sur les 3 régions, Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Voilà, j'ai fini de présenter Valorial. Bonjour, donc moi je suis Aude-Olivier Cadoret du pôle Imager Réseau. Donc pôle Imager Réseau, nous sommes le pôle du numérique. On est situé en Bretagne et Pays de la Loire. À fin 2021, on comptait 246 adhérents au pôle, donc environ 80% de PME, avec évidemment également des grands groupes et laboratoires académiques. Et puis un comité d'experts de 50 personnes qui sont réparties dans nos différents domaines stratégiques, technologiques, notamment la confiance numérique et la sécurité, donc tout ce qui concerne entre autres la cybersécurité, données intelligence, donc l'intelligence artificielle, tout ce qui est cartographie par exemple, interactivité et immersivité avec la réalité virtuelle, réalité augmentée, matériel et logiciel, donc avec toute l'activité notamment IoT, réseau et infrastructure avec la 5G notamment, et puis le dernier domaine, la photonique, donc réparti évidemment sur plusieurs marchés. Et puis, donc, depuis 2005, ce sont 1038 projets qui ont été expertisés et labellisés sur ces différentes thématiques pour un petit peu plus d'1 milliard d'euros de financement mobilisé. Je vais passer la parole à Charlotte.
Donc moi, je vais vous parler très rapidement d'Adlampol Biothérapie, qui est le pôle santé ancré sur l'ouest de la France. Donc les 3 régions couvertes par le pôle sont la région des Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et la région Bretagne. Donc en région Bretagne, c'est Biotech Santé Bretagne qui porte l'antenne bretonne du pôle. Au niveau des thématiques couvertes par le pôle, donc on a 3 axes historiques que sont l'immunothérapie, la médecine régénératrice et les radiopharmaceutiques, et 3 axes inscrits dans la dernière feuille de route du pôle que sont le digital et la e-santé, la nutrition clinique et le microbiote et la santé animale. Donc c'est vrai qu'en région Bretagne, en tout cas pour la région Bretagne, on apporte beaucoup de projets à l'interface numérique et santé, notamment en collaboration avec le pôle Images et Réseaux. C'est vrai que c'est un axe fort pour la Bretagne. Donc on a un réseau de plus de 200 membres, là aussi composé d'acteurs plutôt PME, d'organismes de recherche publics, type université, et également des CHU et des hôpitaux privés. Donc, on a à peu près accompagné, en tout cas depuis la création du pôle, un peu plus de 800 projets pour un montant global supérieur à 920 millions d'euros. Je laisse la parole à Claire. Rebonjour. Donc, Végépolis Vallée, donc c'est un pôle de compétitivité dédié au végétal. Donc aujourd'hui, on a à peu près 500 adhérents qui sont majoritairement des entreprises dans le réseau. Ces 500 adhérents ont permis de générer à peu près plus de 750 projets, donc depuis la création du pôle en 2005, qui s'est fait donc avec 2,2 milliards de budget de projet. Et on est présent sur 4 régions, donc Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc en tout, on a 7 axes d'innovation, dont 3 axes focalisés sur les innovations au service des productions végétales. Donc c'est ces 3 axes qui sont principalement développés, qui sont très développés en Bretagne. Donc sur l'innovation variétale et performance des semences et plants, donc comment créer des nouvelles variétés adaptées aux enjeux de demain, et puis développer des outils pour accélérer cette création variétale. Donc avec des mots-clés comme biotechnologie, phénotypage, génotypage. Un deuxième axe, donc santé du végétal, donc sur tout ce qui est développement d'alternatives aux intrants de synthèse, donc développement de produits de biocontrôle, biostimulation, biointrants, agroécologie, nutrition, protection des sols et post-récolte. Et puis un troisième axe, donc qui est le développement de nouvelles technologies et nouvelles pratiques pour les systèmes de production. Donc là, on parle d'hashtag, de robotique agricole, big data, intelligence artificielle, outils d'aide à la décision, tout ce qui est production hors sol, et puis agriculture de précision, agroéquipement et IoT. Donc, comme je vous disais, on a également 4 axes qui, eux, ont pour objectif de contribuer au développement des usages du végétal, mais qui sont un petit peu moins développés aujourd'hui, donc qui sont des nouveaux axes. Donc végétal pour l'alimentation humaine et animale, nutrition, prévention, santé, bien-être cosmétique, végétal urbain et agromatériaux et biotransformation. Donc voilà pour moi. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets dans ces thématiques. Bonjour à tous, je prends la parole à mon tour. Donc Anaïs Turpot du pôle mer Bretagne-Atlantique. Donc le pôle mer travaille sur 2 régions, la Bretagne et les Pays de la Loire. Et voilà, comme mes collègues des autres pôles, donc nous travaillons à l'accompagnement des projets collaboratifs innovants dans le domaine de l'innovation maritime. Donc à date, donc en fin 2021, nous avions labellisé 463 projets collaboratifs innovants. Donc ça représente un investissement en R&D maritime d'1 milliard 150 millions d'euros, voilà, pour lesquels nous avons aidé à trouver des aides publiques. Voilà, nous avons 410 adhérents, dont 2 tiers de PME. Évidemment, les acteurs recherche, les structures d'accompagnement et les grands groupes qui composent également nos membres. Et nous intervenons dans 6 domaines d'action stratégique, donc que sont la défense, la sûreté et la sécurité maritime. Donc là, on va trouver les thématiques de sécurité des personnes, des procédés, mais également des données, avec notamment la cybersécurité. Ensuite, nous avons le naval et le nautisme, donc là, avec toutes les thématiques qui
tourne autour du smart ship et du green ship, avec notamment les thématiques autour de la propulsion, que ce soit la propulsion vélique, les nouveautés avec l'hydrogène, etc. Ensuite, nous avons les ressources énergétiques et minières marines, avec notamment les énergies marines renouvelables, voilà, avec notamment l'éolien offshore ou encore l'hydrolien. Les ressources biologiques marines, là, qui tournent autour des thématiques pêche et aquaculture, et de l'autre côté, les biotechnologies marines. Ensuite, nous avons l'environnement et la valorisation du littoral, avec tout le suivi du trait de côte, la pollution marine, etc. Et enfin, les ports, la logistique et le transport maritime, avec le pendant portuaire du green et du smart ship, avec le green port et le smart port notamment. Tout cela qui tourne avec 2 axes transversaux que sont la transition écologique et la transformation numérique, donc qui sont des axes que qu'il faut intégrer à l'ensemble de ces domaines d'action stratégique, pour des raisons assez évidentes. Voilà, et je ne sais plus à qui je passe la main, mais c'en est tout pour le Polmer. À Thibaut. Merci Anaïs. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Thibaut Pasquier, chef de projet innovation au pôle ID4CAR. Et donc le pôle ID4CAR est le pôle de compétitivité sur les filières des véhicules et des mobilités du Grand Ouest. Du Grand Ouest car nous sommes localisés en Bretagne, Pays de la Loire et également Nouvelle-Aquitaine. Nous avons aux alentours de 380 membres actuellement. Et donc comme notre petit nom l'indique, nous traitons bien évidemment de sujets liés à l'automobile, mais pas que. Nous abordons également le secteur lié aux véhicules spécifiques, donc qui peuvent être des véhicules de transport en commun notamment. Également, nous adressons les sujets des services liés aux services de mobilité. Donc là, on est plus sur des solutions numériques pour accompagner les services de mobilité. Et enfin, le 4e grand secteur que nous adressons est lié au machinisme agricole et aux engins off-road. Et donc, nous abordons ces 4 grands secteurs d'activité par le prisme de nos domaines d'activité stratégiques, qui sont donc les matériaux et véhicules, donc là fortement lié à l'allègement des véhicules notamment. 2e domaine d'activité stratégique est lié à l'intelligence des systèmes embarqués. Donc là, on est tout ce qui est sur électronique dans les systèmes de transport et de mobilité. Nous avons également un axe lié aux véhicules, usage et industrialisation. Donc là, on est beaucoup sur les procédés de fabrication des véhicules et des engins de mobilité. Et le 3e domaine d'activité stratégique est lié aux services de mobilité numérique et aux infrastructures. Et donc, je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans le cadre de cet appel à projet, notamment, mais tous vos projets d'innovation. Et maintenant, je vous remercie et je passe la parole à Marie-Christine. Merci Thibaut. Donc Marie-Christine Lancien, je suis chargée de projet pour le pôle EMC2, qui est le pôle européen des technologies de fabrication, donc historiquement basé en Pays de la Loire et également en région Bretagne. Donc les projets qu'on accompagne s'intéressent aux défis de l'industrie du futur, effectivement, donc en particulier dans les technologies de fabrication. Donc le pôle EMC2, donc c'est 385 adhérents, dont 50% sont des PME, et avec 716 projets accompagnés depuis sa création, dont 394 projets ont été financés. Et les projets d'innovation accompagnés en fait s'intéressent aux enjeux autour de l'industrie durable, autour de la performance industrielle avec l'amélioration effectivement des procédés avancés, des nouveaux matériaux. Également un 3e domaine d'activité stratégique, donc l'industrie numérique, donc tout ce qui va concerner la gestion de la donnée, les jumeaux numériques de l'usine, donc avec un lien fort avec Image et Réseau. Et puis un 4e domaine d'activité stratégique, l'humain au cœur de l'industrie, donc tout ce qui va toucher l'assistance à l'opérateur et puis faire évoluer les compétences et transmettre les savoir-faire. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Claire pour les questions, ou Charlotte, je crois. Alors, du coup, là, l'idée, on va peut-être poursuivre parce qu'il n'y a que 2 questions à date, mais n'hésitez pas en fait à les poser et puis on va faire une grosse session de questions après la success story, ce qui va venir tout de suite. Donc, pour rappel, vous pouvez vous poser votre question dans l'onglet questions et on vous y répondra. Donc, la session de questions qui va arriver après la success story. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, donc je pense qu'on va passer, excuse-moi Claire, il y a un petit, on va juste switcher
Effectivement, on va peut-être passer la parole à Julien. Ah oui. Oui, alors donc on passe directement à la présentation des 7 technopoles de Bretagne. Donc, Julien Bicrel, je laisse la parole. Bonjour, donc je vais essayer de tenir en 5 minutes pour vous parler de 2 choses, des 7 technopoles, de qui on est et de notre fonction dans le monde des projets collaboratifs et notamment de l'appel à projet croisement de filières. Et puis je vous glisserai aussi un mot sur un appel à projet en cours, ou plutôt un dispositif en cours, animé par les 7 technopoles et financé par la région Bretagne, qui est l'appel à projet expérimentation d'innovation numérique, qui est désormais un dispositif de la région Bretagne autour de l'expérimentation d'innovation numérique. Nous, du coup, nous sommes les 7 technopoles de Bretagne. Donc, moi, je travaille pour la technopole de Saint-Brieuc, qui couvre une bonne partie du territoire des Côtes-d'Armor. On est tous financés par la région avec une mission d'intérêt général au titre de l'accompagnement des entreprises innovantes, qu'elles soient jeunes entreprises, donc on va des créateurs d'entreprises jusqu'à des entreprises de tous âges, y compris des belles PME, des ETI, voire des grands groupes. Et du coup, on couvre ainsi tout le territoire breton sur une mission qui va de l'accompagnement sur les projets d'innovation à un accompagnement plus large de la vie de l'entreprise sur les enjeux de son développement, le financement de son développement, le financement de sa croissance. On intervient sur le financement de l'investissement, sur le sujet des levées de fonds, donc du financement du haut de bilan, et puis sur un accompagnement à la stratégie de l'entreprise elle-même. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Ce que l'on fait en général dans le monde des projets collaboratifs et en particulier pour l'appel à projet croisement de filières, c'est quelque chose qu'on fait en interface avec les pôles de compétitivité. Il y a des registres qui vont être propres à l'accompagnement technopolitain. Vous avez compris que les technopoles, on suit les entreprises du début de leur vie jusqu'à des étapes ultérieures de leur développement. Donc, on est souvent l'interlocuteur de proximité pour les entreprises de nos territoires. À ce titre-là, on est capable d'évaluer avec elles l'opportunité de monter sur des projets collaboratifs, c'est-à-dire leur maturité en termes de structuration interne, l'état des finances de l'entreprise pour aller chercher des guichets comme celui d'appel à projet croisement de filières et des niveaux d'aide de ce type-là. Et puis l'opportunité aussi d'aller sur un projet collaboratif plutôt que sur d'autres types de soutien aux projets d'innovation, que sont par exemple les projets individuels. Donc on travaille tout ça en amont des appels à projets avec les entreprises et bien entendu on regarde la stratégie financière de l'entreprise, le niveau de structuration qu'elle doit atteindre et parfois quels sont les préalables à aller chercher des dispositifs d'aide de ce type, donc qui peuvent être des prêts d'honneur, qui peuvent être des levées de fonds, qui peuvent être globalement du renforcement du plan de financement de l'entreprise. Ça, c'est plutôt ce qu'on fait de manière régulière avec les entreprises. Et puis ensuite, il y a ce qu'on fait avec les pôles à l'occasion des appels à projets. Donc, on examine l'opportunité sur l'appel à projet précisément. On peut faire de la relecture de la candidature, ce que font aussi les pôles. On peut avoir un regard sur la qualité du consortium. Parfois, on est en situation de mettre des entreprises en relation aussi, ou des entreprises et des labos en relation pour initier un début de consortium. Et puis avec les pôles, on regarde les perspectives post-projet. Alors nous, ce qui va nous intéresser en particulier, c'est les perspectives de création d'emplois, les perspectives d'investissement, les niveaux de structuration financière quand un projet est successful qui sont nécessaires ensuite. Donc les levées de fonds qui peuvent intervenir après un projet parce qu'il a bien fonctionné. Et du coup, on suit les entreprises également dans le post-projet. Voilà pour ce slide. Et du coup, comme je vous le disais, quelques mots sur l'appel à projet expérimentation d'innovation numérique, ou désormais le dispositif régional expérimentation d'innovation numérique. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. C'est un dispositif financé par la région Bretagne, animé et géré au niveau des candidatures par les 7 technopoles de Bretagne. L'objectif, c'est de favoriser l'expérimentation de produits et de services numériques innovants. Donc, typiquement, il y a 2 choses. Il y a l'adaptation d'un produit ou service numérique à un nouveau marché. Il y a un petit peu de R&D à faire. Et puis, surtout, il y a beaucoup de tests avec un client type sur ce nouveau marché à réaliser pour qualifier le produit pour adresser un nouveau marché. Et puis, pour le cas des startups qui n'ont pas encore eu de commercialisation, il y a la phase
finale de la R&D qui est développer la version définitive du produit en lien avec un utilisateur type. Donc souvent des utilisateurs B2B, hein, il peut y avoir des collectivités, des entreprises, on a eu des hôpitaux, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et l'ADN de cet appel à projet, c'est bien d'expérimenter le produit-service pendant une phase, donc le projet peut durer jusqu'à 24 mois, la phase d'expérimentation est plus courte. Il faut un budget de 50 000 €, donc c'est un petit appel à projet, 50 000 € de dépenses de R&D. Et puis, il y a un taux de subventionnement qui est un taux de soutien qui est en subvention de 35% des dépenses projet ou en avance remboursable pour les plus gros projets à 50% ensuite. Et le consortium, il est très simple, c'est une PME bretonne et un expérimentateur qui peut être dans certains cas financé, mais c'est principalement la PME qui est financée. Et du coup, on restera à votre disposition pour toute question sur ce sujet. Les technopoles, vous pouvez les contacter, alors chacune sur leur site ou via le site des 7 technopoles de Bretagne pour avoir des interlocuteurs sur cet appel à projet notamment et sur tout autre sujet sinon. Merci. Merci pour la présentation. On va passer au pitch et je vais laisser du coup la main à Charlotte qui va pouvoir passer du coup les slides. Oui, alors j'ai juste un petit… Avant de passer à la partie pitch projet, voilà, on a la success stories qui ne devrait pas tarder à se connecter. Alors, le temps que je fasse la petite partie logistique, désolée pour ce petit contretemps en live, est-ce que Gwen, tu peux prendre le relais sur tous les participants ont bien été basculés en intervenants. Donc, si tu veux bien juste prendre le relais pour à la fois assurer le timing et citer les gens le temps que je gère la partie logistique pour pouvoir permettre à Alan Rodriguez de nous rejoindre. Bien sûr. Est-ce que tu peux juste passer sur la diapo d'après, du coup, pour que je puisse… voilà. Alors, sinon, peut-être dans l'intervalle, il y a 2 questions sur l'appel à projet. Si ça… Oui, on peut tout à fait. On peut tout... Une question, donc effectivement, on vous enverra la présentation suite au webinaire, ou en début de semaine prochaine. Sinon, dans l'exemple qui a été donné sur l'appel à projet, notamment par rapport aux dépenses de personnel, la dépense était donc de 50 000 €. Est-ce qu'il s'agit d'un coût chargé environné? Alors, qui souhaite répondre à la question? Je suis toute seule avec ma caméra, mais vous pouvez me rejoindre. Allumer vos caméras, les autres personnes. Pardon, oui, il s'agit bien de coûts chargés environnés. On parle de coûts employeurs, donc les coûts totaux. Hein. Et une seconde question, donc le pôle DREAM ou France Water Team n'est pas représenté avec les autres pôles régionaux pour accompagner cet appel à projet. Est-ce qu'il y a une entité de remplacement puisque... Ça dépend quel est le sujet de votre projet, mais si c'est un sujet sur, par exemple, l'agroécologie et l'utilisation de l'eau en champ, ça peut donc être Végépolis ou Valorial. Si c'est pareil de l'utilisation de l'eau ou de la qualité de l'eau en agroalimentaire, ça peut être Valorial ou Végépolis. Voilà, enfin voilà, et ça dépend du sujet du projet. Merci. Puis le pôle mer, si c'est de l'eau de mer. Et c'est vrai, B2E, en fait, Bretagne Éco-Entreprise, je pense, comme il ne s'agit pas en fait d'un pôle de compétitivité, voilà, on peut bien sûr échanger avec eux sur cette thématique, mais il faudra obligatoirement passer par un pôle de compétitivité pour cet appel à projet-là. Et puis une question, donc à partir de quel moment les dépenses peuvent-elles être engagées? Alors, c'est à partir de, je me propose de répondre, puis vous pourrez compléter, les collègues. C'est à partir du moment où votre projet est labellisé par les pôles de compétitivité. Donc, ça veut dire au plus tôt, on va dire fin mai, quoi, début juin. Donc, si vous avez déjà engagé des dépenses, par exemple en février, c'est pas des dépenses éligibles.
sachant que si vous engagez des dépenses au moment de la labellisation, c'est à vos risques et périls dans le sens où votre projet n'a pas encore été sélectionné au final par le conseil régional. Donc si le conseil régional finalement ne sélectionne pas au 7 juillet, après le 7 juillet votre projet, vous aurez engagé des dépenses uniquement sur autofinancement puisque votre projet ne sera pas financé. Donc, je ne sais pas si vous voulez compléter. Effectivement, sur la date des financements, ça intervient généralement ou plutôt au mois de septembre et surtout le second semestre sur les projets, mais il y a toujours un laps de temps entre la date de labellisation et d'accord de financement. Excuse-moi Aude, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que sinon j'ai sous les yeux. C'est bon, il n'y a plus de questions. Mais j'ai sous les yeux les questions, d'autres questions si tu le souhaites. Et si on a le temps, du coup, tu sais, les questions de lundi. Ah oui. Ouais, si vous voulez, je les ai retrouvées. En fait, ce qu'on vous proposait, du coup, pour passer aux questions plus largement, si vous n'en avez pas d'autres, nous, on a des questions qui ont été posées au webinaire de lundi. Et donc, du coup, je peux les poser pour que vous ayez vraiment une vue d'ensemble de l'appel à projet. Donc, je fais ça? Oui. Ok, super. Donc, pour un centre technique hors région Bretagne, ce ne sera pas soutenu par la région Bretagne. Existe-t-il des accords avec d'autres régions pour un soutien financier du centre technique, par exemple la région Pays de la Loire? Je veux bien répondre si c'est OK. Il me semble que j'avais répondu lundi déjà. Oui, c'est parce que on repose les oui, questions de lundi. J'ai bien compris, mais donc en fait, il n'y a pas d'accord à proprement parler entre régions sur cet appel à projet et spécifiquement. En revanche, voilà, nous, en tant que pôle de compétitivité, nous avons des relations avec les financeurs régionaux et donc on peut leur parler en amont des décisions de financement du projet en question et d'un financement possible du centre technique par un autre financeur. En revanche, évidemment, il ne sera pas financé par la région Bretagne dans le cadre de cet appel. Voilà, après, c'est du cas par cas. Il faut quand même nous soumettre le projet et puis nous, après, on avisera avec nos contacts financeurs et puis on fera notre possible pour faire financer l'ensemble des partenaires. Ok, merci Anaïs. En effet, je me souviens, c'est toi qui avais répondu, puis j'avais rajouté que c'était un appel à projet qui devenait de plus en plus connu. Donc, on a de plus en plus de dossiers qui nous sont amenés. Et donc, pour les projets comme celui-ci, avec par exemple un partenaire en dehors de la région Bretagne, il faut vraiment que ce soit un super dossier, vraiment bien comme il faut, parce qu'en fait, il ne sera peut-être pas sur le haut de la pile, puisque la région Bretagne préférera financer des consortiums entièrement bretons dans cet appel à projet-là. Voilà. Donc, il faudra un excellent dossier pour pouvoir être en compétition avec les autres. Alors, ensuite, il y avait une question sur comment coordonner un financement européen, éventuellement EIC Pathfinder, dans les domaines d'EMR productrice d'hydrogène pour la mobilité maritime et la décarbonation des ports. Je laisse répondre Anaïs. Là, j'ai envie de dire, ça dépend en fait de l'entreprise, de ce qui est fait, des fonds propres, de ce qui est engagé en termes comment dire, de staff. Voilà, ça dépend de la capacité de l'entreprise. Donc là, il faut venir vers moi directement. Je pense là, la thématique est suffisamment ciblée pour qu'on sache que ça doit aller vers le pôle maire en priorité. Donc, je laisse la personne me recontacter. Et ça peut amener un sujet plus large. De manière générale, vous n'aurez pas de financement complémentaire sur des actions qui sont déjà financées dans le cadre d'un autre appel à projet. Voilà. Tout à fait. Donc, si vous avez un projet qui est retenu à EIC Pathfinder ou à un autre appel à projet, toutes les actions que vous avez écrites dans ce projet et qui ont eu un accord de financement, vous ne pouvez pas les remettre dans un autre appel à projet. Vous ne pouvez pas avoir de financement complémentaire. C'est vraiment des actions différentes. Par contre, vous pouvez bien sûr avoir 2 projets financés par les pouvoirs publics en même temps. Pas de souci, du moment que vous êtes capable de les piloter et des coordonnées au niveau RH et puis financier, mais vous ne pouvez pas avoir des financements complémentaires sur des actions déjà financées. Ce qui amène une réponse à la question d'après. Bonjour, une TASIF peut-elle faire partie du budget de la PME? Eh bien non.
parce qu'elle est déjà financée par la NRT, donc par un autre financeur public. En revanche, si vous souhaitez vraiment la valoriser dans le cadre de l'appel à projet, vous pouvez l'afficher en coût inéligible. Donc comme ça peut montrer que vous avez une action de R&D assez importante dans le projet, que vous avez déjà travaillé avec le laboratoire, que voilà. Donc vous pouvez bien sûr la valoriser peut-être dans le dossier Word ou en dépenses inéligibles dans l'annexe financière, mais vous ne pouvez pas avoir de financement complémentaire sur le salaire que vous versez au Thésard, puisque vous êtes déjà aidé par ailleurs par la NRT. Voilà. En fait, de manière générale, parce qu'après, il y avait un complément qui avait été dit pour les contrats de droit privé au niveau doctoral, puisque vous pouvez aussi embaucher un docteur avec une école et puis ne pas vous faire aider par la NRT. Là, pour le coup, si vous ne touchez pas de fonds publics pour ce salarié-là, que vous le payez entièrement sur vos fonds propres, oui, vous pouvez le faire remonter, enfin, vous me corrigez si je me trompe, mais oui, vous pouvez le faire remonter dans votre annexe financière. Ce qu'il y a à avoir en tête, c'est si vous avez déjà fait une demande de financement pour des actions, vous ne pouvez pas refaire une demande de financement public. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer? C'est bon, on a réussi à rattraper Alan, qui s'appelle Marie-Christine Lancien, je pense. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voulez finir les questions ou est-ce que du coup vous voulez, parce qu'on peut faire dans cet ordre-là, finir les questions et puis après repasser sur la success story ou pas? Il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions. Ouais, il y a une question. Donc, est-ce qu'il y a d'autres régions qui financent le temps personnel permanent des centres de recherche publics pour des AP comparables? Donc, est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je pense qu'on, dès le moment où le temps de fonctionnaire permanent en fait est déjà financé, donc à ma connaissance, il y a pas possibilité en fait d'avoir des appels à projets ou des fonds de recherche qui vont refinancer du temps de fonctionnaire. Donc non, il y a pas. Enfin moi, je pense qu'il n'y a pas d'autres appels à projets, quelles que soient les régions en fait, qui financeraient du temps de fonctionnaire permanent. Moi, j'ai juste 3 questions en plus qui peuvent être posées pour finir, si vous le souhaitez. Ah, d'accord. Alors, une petite précision sur la question, c'est vrai que je ne parle pas de fonctionnaires, mais des EPIC. Alors là, je sécherai un petit peu plus. Je sais pas si… Non, je ne sais pas non plus. On peut peut-être prendre la question et puis apporter une réponse à l'issue du webinaire. Si, peut-être des éléments de réponse. En fait, ça dépend. Donc, l'EPIC, c'est-à-dire c'est une sorte de collectivité qui serait impliquée dans le projet. Ce qu'il faut voir, c'est quel est le rôle de la collectivité dans le projet. Il faut qu'il y ait des travaux de R&D. Donc, faudrait peut-être en savoir un peu plus pour pouvoir répondre et si c'est éligible ou pas en fonction de votre idée de projet. Et puis, on peut se renseigner auprès de la région Bretagne. Si on n'a pas la réponse tout de suite, on peut demander confirmation à la région. Voilà. J'ai quelques autres questions, si vous le souhaitez. Alors, il y a juste une petite précision par rapport à la dernière question. Donc, une personne qui indique que certains enseignants-chercheurs peuvent avoir une décharge d'enseignement et qui est financée, par exemple, par FPM, mais c'est un cas particulier. Donc là, je pense que là, c'est vraiment, effectivement, comme Claire, tu l'indiquais, au cas par cas ensuite, hein, de voir ce qui est possible de faire. Et puis, est-il possible de cofinancer un SAD via le projet? Je ne sais pas ce que c'est le sigle. Oui, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est SAD, à moins que quelqu'un connaisse l'acronyme? C'est comme les bourses, enfin c'est un peu comme c'est un système de financement, il me semble, comme les bourses à RAID. Donc, dès lors qu'il y a un financement déjà attribué, c'est difficile de les mettre, en tout cas dans les projets. Non. Effectivement, ça rejoint la question de la cifre, ça rejoint la question de la bourse à RAID, voilà. Oui, bien sûr. Ça a déjà été financé par un financement public. C'est compliqué de le faire financer par ailleurs dans le cadre de l'appel à projet. Il y a un cofinancement dont il parle, M. Géouin. Oui, mais il y a un financement public quand même de mobiliser sur ce recrutement. Donc, du coup… Typiquement, une thèse CIF, si elle coûte 98 000 € et financée à 45 000 € par l'ANR, les 45 000 € restants
qui sont à charge de l'entreprise ne peuvent pas être montés dans une annexe financière pour avoir des aides sur ces 45 000 euros. C'est l'autofinancement de l'entreprise qui a été demandé par la NRT dans le cadre de cette thèse. Et donc, ça doit être la même chose pour tous les autres types de postes qui sont cofinancés par les pouvoirs publics. Voilà. Ok. J'ai d'autres questions si vous le souhaitez pour finir les questions. En tout cas, de mon côté. Vas-y, Gwen. Aussi, Aude, non alors, donc, pour les startups ou PME, le montant de la subvention est-il limité aux fonds propres de l'entreprise? Donc oui, Claire l'a dit pendant la présentation, les montants, 1 euro d'aide publique égale 1 euro de fonds propres. Voilà. Comment cela se passe pour les partenaires ayant déjà un financement FEDER? Je vous laisse répondre. La question était comment est-ce que ça se passe quand il y a déjà un financement FEDER? Voilà, Ouais, ça mais rejoint la même chose, enfin, des éléments qu'on a déjà donnés, à savoir, on peut avoir 2 financements FEDER en même temps. La question, la réponse principale étant la capacité d'autofinancement de l'entreprise à porter plusieurs projets, et à la fois en termes de financement et en termes de ressources humaines également. Voilà, du coup, ça rejoint un peu ce que le monsieur repose une question en disant qu'il y a 75% de financement public sur la bourse doctorale et 25% restants. Si les 25% restants sont à la charge de l'école, donc qui est un organisme de recherche publique, je ne sais pas si vous avez une réponse, mais en tout cas, si les 25% restants sont à la charge d'une entreprise, c'est toujours non, hein, c'est un autofinancement de la part de l'entreprise. Oui. Et je pense que pour les bourses doctorales, ça doit être un autofinancement qui est demandé à l'école publique ou à l'organisme de recherche publique et qui ne peut pas être cofinancé par ailleurs. C'est mon avis. Après, je ne sais pas si vous avez des compléments ou des ajustements à dire. Non, je partage aussi. Ouais. Et puis, il me reste quelques questions. Donc, y a-t-il un quota de salariés minimum pour déposer un projet? Je peux répondre. Ah oui, dans le sens si par exemple vous êtes 3 dans l'entreprise, en gros, est-ce que vous pouvez quand même déposer? En fait, je peux me permettre de répondre. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le consortium, par exemple, si vous êtes 10 dans l'entreprise et que vous avez un budget, je dis n'importe quoi, de 50 000 euros, donc ça veut dire que sur les 50 000 euros, vous allez être financé peut-être à 25 000 euros. Bon, il faut que vous ayez en fait ces 25 000 euros de fonds propres. C'est plus les fonds propres en fait qui vont dicter si oui ou non c'est possible que vous candidatiez. Et puis c'est aussi est-ce que vous serez capable de gérer en fait au niveau administratif les dotations européennes qui vont vous être versées, quoi. Donc il y a déjà eu des projets avec des entreprises avec 5 salariés. Par contre, effectivement, vous allez être challengé sur votre capacité à gérer le projet et bien vérifier que vous avez suffisamment de fonds propres pour vous y engager, quoi. Donc, il n'y a pas de chiffre, si vous voulez, mais je me permets d'ajouter, Claire, qu'il faut également que ce soit du personnel de R&D. Donc, on peut avoir des grosses structures qui ont très peu de personnel de R&D et des petites structures où tout le monde est impliqué dans la R&D. Donc, en fait, le nombre de salariés n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Et puis, on a des entreprises, notamment, je pense, dans le numérique, Aude, ou dans d'autres secteurs où, en fait, il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas... Qui ont des tailles type TPE et puis qui sont tout à fait éligibles parce qu'il y a beaucoup de salariés qui font de la R&D. Donc, alors, il me reste 3 questions, puis je vois le temps, mais on a le temps parce que je suis maître du temps également et je peux dire qu'on a le temps. Donc, peut-on avoir comme partenaire une école nationale privée? On avait répondu oui. Oui, on avait répondu oui, moi, dans le cadre de projets, alors pas sur l'appel à projet croisement de filière breton, mais sur l'appel à projet qui est un peu son homologue en Pays de la Loire. Nous, on a eu, par exemple, pour citer l'École supérieure d'agriculture d'Angers, qui est une école privée, mais qui est un organisme considéré comme un organisme de recherche. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez compléter avec des exemples bretons, mais voilà. En tout cas, il y en a en Pays de la Loire. C'est peut-être juste pour préciser, bien sûr que ce soit, il faut qu'il y ait des enseignants-chercheurs en fait qui soient mobilisés. Et ça peut pas être des étudiants dans le cadre de leur fin d'année. Il faut vraiment qu'il y ait des travaux de R&D qui soient menés, que ce soit des acteurs publics ou privés, quoi. Oui, bien sûr, merci Claire. Ensuite, avant-dernière question, y a-t-il un pourcentage maximum de sous-traitance dans le cadre du projet, de prestations sous-traitance?
Je peux répondre. Pour la sous-traitance, en général, on dit 30% max, mais ça, c'est une règle commune à pas mal d'appels à projets. En revanche, là, il va se poser la question du fameux taux forfaitaire de 40%. Donc, il faut que la sous-traitance rentre dans ces 40% de budget calculé sur les taux forfaitaires. Donc, il faut avoir les dépenses de personnel qui permettent d'assumer après la sous-traitance. Donc, voilà, va falloir faire des petites, un peu de maths au moment de faire les annexes financières pour savoir si voilà, le montant de la sous-traitance qui doit être intégré au budget rentre dans les 40% de coûts forfaitaires calculés sur les frais de personnel. Voilà, donc là, il y aura 2 aspects à prendre en compte. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et en plus de ça, il faut que ça puisse être financé dans les 40%. Voilà. Ce qui est logique, puisqu'en fait, si vous avez beaucoup de sous-traitance, la région peut considérer que le projet n'est plus vraiment entre vos mains, entre guillemets, mais plutôt entre les Tout mains à du fait. sous-traitant. Donc, c'est aussi pour ça que cette façon de calculer avec les taux forfaitaires a été finalement réfléchie de la part de la région, si je puis me permettre. Voilà. Et dernière question, est-ce que les centres techniques doivent remplir une annexe financière laboratoire ou entreprise? Puisque ces centres techniques n'ont pas de personnel permanent, à la différence des universités et autres établissements de recherche publics. Voilà. Donc moi, je pense qu'ils doivent remplir plutôt l'annexe technique réservée au laboratoire. Oui, c'est également ce que je pense. Voilà. Après, ça peut arriver. C'est vrai que je suis de l'avis de Aude et Gwen, c'est plutôt l'annexe laboratoire. Après, il arrive qu'il y ait des instituts techniques qui cherchent en fait à développer en fait des nouveaux services et des prestations. Et donc, si c'est quelque chose de stratégique pour eux, ils peuvent être prêts à se positionner en tant qu'entreprise, mais c'est quand même plutôt rare. Mais des fois, la question se pose, ouais. Tout à fait. On a eu le cas à Valorial, en effet, quand le centre technique a des retombées économiques importantes à la suite du projet, parce qu'il souhaite mettre en place un service d'analyse, typiquement. La région et même le centre technique peuvent être amenés à souhaiter être en coût complet et considérés en tant qu'entreprise, donc financés non pas à 80%, mais à hauteur de 50%, comme une PME, si c'est le cas au niveau des salariés, parce qu'ils vont investir beaucoup et avoir un gros retour sur investissement. Donc oui, c'est en effet tout à fait possible, tu as raison, Claire. Et bien voilà, c'est fini pour les questions. On va pouvoir reprendre le fil. Du coup, on laisse la parole à Alan Rodriguez de la société VitaDX pour la présentation du projet UC3 et puis ton retour d'expérience, en tout cas sur cet appel à projet, Alan. Tu as Avec grand dizaine de plaisir. minutes. C'est parfait. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alan Rodriguez et je vais vous parler un petit peu du projet que nous avions déposé dans le cadre de l'appel à projet croisement des filières. Donc, un projet qui s'appelle UC3, dont l'objectif était d'améliorer la compréhension, on va dire, de la physiologie au sens large des cellules cancéreuses et en particulier dans le domaine de l'imagerie de fluorescence. Donc VitaDX, qui est la société que je dirige, était le porteur de projet. Donc notre cœur d'activité, en 2 mots, c'est développer des solutions de traitement de l'image qui permettent de diagnostiquer plus précocement le cancer de la vessie. Et on avait 2 partenaires, un partenaire académique qui était l'UMR COS et un partenaire, on va dire, industriel qui était Serbe-Alliance Finistère, qui est un laboratoire d'analyse basé dans le Finistère. Notre cœur d'activité étant je dirais l'étude de la morphologie et de la physiologie des cellules, on avait besoin d'approfondir un certain nombre de signaux qu'on observait et qu'on ne comprenait pas pleinement et qui nous permettaient d'affiner les algorithmes de traitement d'image pour être plus précis dans notre analyse et dans notre diagnostic. L'objectif global et qui était partagé, donc je reviendrai là-dessus, mais c'est un des points fondamental pour moi du succès d'un projet comme celui-ci, c'est d'aligner un petit peu l'objectif principal qui doit créer de la valeur pour chacun des 3 acteurs. Donc c'était l'étude et la compréhension des mécanismes qui conduisaient à l'observation d'un signal de fluorescence assez spécifique et que nous, on observait différemment entre les cellules saines et les cellules cancéreuses. Et sans pour autant avoir, si vous voulez, une compréhension fine de ce qui était en train de se passer chez ces cellules.
Merci beaucoup. Donc, on a déposé le projet. Donc, c'est un projet de 2018 qui a été déposé à l'appel à projet de 2018. Il a été labellisé par Atlantic Biothérapie et Images et Réseaux, puisque c'était les deux pôles de compétitivité qui étaient en plein dans le scope de nos activités, à savoir des éléments biologiques et une finalité médicale, et du traitement de l'image, de l'analyse d'image, qui évidemment faisait appel aux connaissances et à l'expérience d'Images et Réseaux. Le projet a démarré en 2019 et s'est terminé en octobre 2021. Donc j'y reviendrai, mais on a allongé un petit peu la durée du projet du fait de la période Covid, qui a ralenti un certain nombre d'éléments. Donc, on a pu rallonger un petit peu le projet. Et le budget global pour l'ensemble des partenaires était d'un peu plus de 800 000 euros. Donc, ce que le projet nous a permis de faire, c'est différentes choses. Première chose, d'avoir accès et de travailler sur 200 échantillons d'urine qui étaient notamment fournis par notre partenaire Serballiance. Donc ça a permis de créer une base de données supplémentaire à celle que nous avions et qui était dédiée à l'analyse de ces éléments de fluorescence. Notre solution, c'est un logiciel de traitement d'image qui est basé sur l'intelligence artificielle. Et donc, bon, plus on a d'images, plus on a d'éléments d'information sur chaque image, plus nos algorithmes progressent. Et en l'occurrence, sur chaque lame de microscope, on a eu 200 échantillons, mais sur chacun des échantillons, on peut avoir entre 2000 et 10 000 cellules. Donc, il y a une grande richesse potentielle sur chacun de ces éléments. Nous avons pu progressivement améliorer les performances de l'algorithme, ce qui nous a accessoirement permis de marquer CE notre solution un mois après, donc en novembre 2021, notre solution, la nouvelle version de notre solution a été marquée CE avec des performances bien supérieures à celles que nous avions obtenues pour la première version de marquage CE. On a pu approfondir, les mécanismes de développement d'une cellule saine et d'une cellule cancéreuse. Et on a notamment, permis de cerner un peu mieux les voies métaboliques qui étaient mises en œuvre dans l'observation de fluorescence que nous avions et sur lequel c'était très empirique. On savait qu'il y avait des différences, mais on n'arrivait pas à les comprendre, ce qui n'est pas très satisfaisant pour les médecins, puisqu'il y a une volonté, surtout quand on est sur l'IA, qui a déjà un côté un peu boîte noire malgré tout, il était important qu'on ait une base scientifique et médicale pour justifier pourquoi ces arbitrages étaient pertinents et comment on pouvait expliquer qu'il y avait des différences d'observation de phénomènes. Il y a par ailleurs, dans ce cadre-là, pour mieux cerner, si vous voulez, le signal en lui-même, en particulier le laboratoire COS, a développé un système qui permettait de mesurer ce signal, donc son intensité, mais également sa diffusion pour les différentes cellules, pour qu'on ait une mesure objective et non pas qu'une mesure à l'œil des différences de fluorescence que l'on observait. Et donc, c'est un travail qui sera valorisé par l'ASAT West Valo, puisque c'est quelque chose qui peut être utilisé pour d'autres, d'autres travaux que le travaux que nous avons fait ensemble. Donc ça, c'est typiquement une création de valeur supplémentaire au profit en particulier du laboratoire, en sachant que nous pourrions continuer à utiliser cette solution. Et on a une publication scientifique qui a été faite avec les différents partenaires pour valoriser ces travaux. Quelques éléments de retour d'expérience, et puis je pense qu'on gardera un petit peu de temps s'il y a éventuellement des questions. Alors, le premier point important pour moi, c'est que c'est pas évident d'arriver à avoir, donc dans cet appel à projet-là spécifiquement, il faut 2 industriels. Ça, c'est un sujet qui n'est pas évident et sur lequel je reviendrai. Pour monter un projet cohérent dans ce genre de contexte, faut vraiment travailler le sujet pour qu'il y ait une création de valeur individuelle et collective. Et à nouveau, c'est difficile quand on est dans une collaboration industrielle. Il faut que chacun apporte de la valeur et pas qu'on mette un industriel juste pour justifier de pouvoir faire cet appel à projet et donc partager la propriété intellectuelle alors qu'il n'y a pas de partage qu'il n'y a pas de création de valeur commune. Donc, le premier point pour le montage, c'est vraiment bien identifier les synergies entre les partenaires, qui apporte quoi, qui repart avec quoi, qu'est-ce qui est de l'ordre de la création de valeur commune et qu'est-ce qui est de l'ordre de la création de valeur individuelle. Donc, c'est vraiment des sujets importants et au plus tôt ces éléments clés
sont, je dirais, validés entre les différents partenaires, ou plutôt vous pouvez réellement rentrer dans la rédaction du consortium au sens strict. Et l'accord de consortium est fondamental puisqu'il va notamment régler tous les sujets de propriété intellectuelle qui sont en général les sujets qui peuvent poser problème quand on a deux industriels dans la boucle. C'est plus facile à gérer quand vous avez seulement des profils académiques, et quand vous avez un industriel, ça peut être un petit peu différent. Le processus de soumission, il était en plusieurs phases. Donc, il y a une première partie qui est un pré-dossier qui permet de donner les grandes lignes du projet, les attentes et les grands objectifs, avec un comité de présélection qui nous permet ou non de poursuivre. Ensuite, on a la partie labellisation auprès d'un minimum d'un pôle de compétitivité, mais dans notre cas 2 et dans d'autres cas peut-être plus que ça. Et enfin, il y a la constitution du dossier complet qui est, vous reprenez votre pré-projet et vous allez beaucoup plus dans le détail, et qui est présenté à la région Bretagne. Nous, on a eu un soutien extrêmement important de la part des pôles de compétitivité à tout niveau sur le projet. D'une part, pour valider l'éligibilité du projet, c'est-à-dire ne pas partir dans un projet, en tout cas dans la rédaction d'un projet qui est quand même lourd, sans avoir prévalidé que la plupart des éléments faisaient sens par rapport aux contraintes qui étaient imposées dans le cahier des charges de l'appel à projet. Dans l'aide à la rédaction et à la relecture critique pour le dépôt, donc on a eu beaucoup d'échanges entre nous et les pôles pour, je dirais, s'assurer qu'on répondait aux exigences, mais que le dossier aussi était clair, c'est-à-dire qu'il y avait une cohérence dans le projet et je dirais, il y avait une justification à donner pour la participation à ce projet pour chacun des trois partenaires. Ce qui, encore une fois, est quelque chose de fondamental, parce que si c'est pas clair pour vous quand vous déposez, ça sera encore moins clair pour les financeurs qui se poseraient la question de la justification de la collaboration. Ensuite, pour le suivi du projet et son cadencement, c'est-à-dire à travers des réunions régulières auxquelles était présent à minima un des pôles à chacune des réunions. Et ça, c'est important, en particulier pour une petite société comme la nôtre, d'avoir un garant du respect je dirais, du suivi du projet, des éléments administratifs et autres. On avait tout de même, nous, dédié une personne à ces aspects en interne, mais c'était un soutien important que de pouvoir s'assurer qu'on était bien je dirais, on respectait bien les timings, notamment parce que vous pouvez avoir des rapports intermédiaires à fournir, en particulier quand vous demandez une partie du financement, etc., indépendamment de vos souhaits de toucher ou non une partie du financement d'intermédiaire, très important. Et enfin, évidemment, pour l'aide à la rédaction du rapport définitif, ainsi que toutes les annexes. Donc ça, c'est des échanges également réguliers, en particulier avec Charlotte, que je me permets de remercier au passage, de manière à rendre un dossier qui soit au niveau des exigences requises et qui doit être cohérent entre les différents partenaires. Donc, il y a aussi vraiment la gestion de projet, faire en sorte que chacun des partenaires rédige dans un temps qui est cohérent entre chacun, et pas qu'on a perdu un partenaire au passage qui n'a pas commencé à rédiger, puisque ça bloquerait les éléments. Et enfin, un petit point sur les facteurs clés de succès et certaines des difficultés. Je vais commencer par les facteurs clés de succès. Donc, un des points qui nous a beaucoup aidé, c'est d'avoir réellement une personne contact dédié, puisqu'il y a donc trois partenaires. On avait trois partenaires. Cerba, c'est plusieurs milliers de personnes. Donc, il vous faut quelqu'un sur qui vous pouvez compter quand vous avez une question à poser aux partenaires, que ce soit de leur technique scientifique, administrative ou financier. Donc là, chacun des trois partenaires avait quelqu'un de référent et donc qui permettait de vérifier qu'en fait l'ensemble du projet avançait comme souhaité pour chacun des trois partenaires. Ensuite, je parlais de rythme. Il faut qu'il y ait une obligation, entre guillemets, d'avoir des réunions régulières. Ça doit être accepté par tous les partenaires, parce que sinon, vous perdez très vite le fil. Et en particulier, il faut faire remonter les difficultés au moment où elles arrivent. On est sur des projets qui ont une teneur en R&D et en particulier en R qui est loin d'être négligeable. Donc, il y a des bonnes surprises et il y a aussi des mauvaises surprises. Et c'est en lien avec mon troisième point. Il faut qu'il y ait une intelligence collective quand même parmi les partenaires pour être en capacité d'adapter le projet en fonction des résultats que l'on va obtenir au fil de l'eau.
il n'y a rien de garanti quand on part sur ce genre de projet. Nous, il y a des choses qu'on a abandonnées et des choses sur lesquelles on est allé plus loin. Et donc, il faut que l'ensemble des partenaires soient en capacité d'avoir cette prise de recul pour dire, OK, ben, cette voie-là, on avait 3 voies potentielles, cette voie-là ne fonctionne pas, on passe sur la deuxième. Les difficultés à prendre en compte, ça va rebondir un petit peu sur l'un des points que je citais, qui est caractéristique de cet appel à projet-là, c'est le fait d'avoir 2 partenaires industriels. Pourquoi est-ce que c'est compliqué, y compris pour une société comme la nôtre? Typiquement, nous, on estimait ne pas avoir besoin d'aide sur la partie développement algorithmique. On estimait avoir les compétences en interne. Donc je n'allais pas faire rentrer des gens, une autre société industrielle spécialisée dans le domaine, parce qu'on aurait été à 2 à travailler. Il aurait fallu partager la propriété intellectuelle des résultats réalisés sur l'algorithme et donc sur le futur produit. Donc, il a fallu trouver un partenaire qui soit considéré comme industriel et qui crée de la valeur. C'est dans ce cadre-là qu'on est allé chercher Cerba. Cerba, il y avait plusieurs éléments qui justifiaient, je dirais, leur implication. Premièrement, ils ont le souhait de faire participer leurs équipes à des projets de R&D pour maintenir leurs médecins éveillés vis-à-vis de ce qui se fait de nouveau. Donc ça, c'était un des points qui les a intéressés. Le cancer, c'est quand même un de leurs sujets principaux. Donc l'amélioration de la compréhension, je dirais, de la physiologie, de la morphologie cellulaire, ce sont des sujets qui les intéressent, aussi bien pour leur activité de biologie médicale que pour leur activité d'anatomopathologie, qui sont les 2 grands profils de médecins qui sont présents au sein de Cerballiance. Et ensuite, on avait, nous, des discussions assez avancées avec les laboratoires Cerba, parce qu'ils souhaitaient pouvoir mettre en œuvre, on va dire, en priorité notre solution chez eux. Donc, ce que l'on a fait dans le contrat de consortium, c'est de leur laisser un droit de premier regard sur l'implémentation de notre solution au sein de leur laboratoire. Donc, c'est ce genre de choses qui ont permis je dirais, de faire quelque chose de cohérent. Les laboratoires Cerba, ce sont des industriels, ils font pas du social. Donc, il faut qu'il y ait la création de valeur pour eux, puisque c'est un projet qui allait leur coûter quand même, qui est un investissement. Hein. Le taux de subvention n'est évidemment pas de 100%. Donc, il y avait des ressources humaines de leur côté, il y avait une partie clinique pour récupérer les échantillons, de l'analyse complémentaire qu'on leur demandait sur les échantillons qui avaient été réalisés. Donc, il y avait un certain nombre de contraintes et donc, eux ont été motivés pour participer d'une part au niveau intellectuel pour, je dirais, participer à un projet de R&D et d'autre part, axer le côté industriel avec une justification d'investissement liée au fait qu'ils seraient prioritaires sur la mise en œuvre de notre solution chez eux. Mais ça nous a pris beaucoup de temps pour arriver à trouver un montage crédible. Vitadrix aurait pu, par exemple, essayer de collaborer avec des fournisseurs de scanners, puisqu'on utilise pour passer de l'échantillon d'urine, c'est-à-dire la lame physique sur laquelle vous avez les cellules et une image, on utilise des systèmes de numérisation qui s'appellent des scanners de lame. Le souci, c'est que d'une part, la plupart de ces acteurs n'ont pas de R&D en France ni en Europe par ailleurs, donc c'était compliqué d'aller chercher une justification R&D. Or, ça reste des projets de R&D, hein, donc ça peut pas être juste un deal commercial d'un côté avec de l'apport de financement et pas de création de R&D pour le partenaire. Et d'autre part, ça nous liait entre guillemets ad vitam aeternam avec un fournisseur de scanner, parce que nos algos je dirais, ne sont pas capables de s'adapter aujourd'hui à tous les scanners sur le marché. Donc, il y a une adaptation algorithmique à faire dès qu'on passe sur un scanner. Et donc, le problème, c'est que de se lier à un acteur industriel aurait forcément demandé est-ce qu'il y a une forme d'exclusivité sur l'utilisation de leurs équipements, et ce à quoi on n'était c'était pas très favorable pour nous. Et la deuxième difficulté, l'ensemble des partenaires n'a pas nécessairement une habitude de faire des projets collaboratifs. Donc ça, il faut que le porteur de projet soit quand même à l'aise avec ce sujet-là. Et il y a de la sensibilisation à faire, il y a beaucoup de travail en commun pour transférer la connaissance de ce genre de projet aux partenaires industriels. Évidemment, les pôles jouent un rôle en apportant une forme ils sont un peu garants du respect de ces éléments-là. Ça peut être parfois difficile de faire passer des messages quand vous êtes le principal intéressé. Et le rôle des pôles dans cette dynamique-là, c'est de redonner les règles
qui ne sont pas les règles fixées par le porteur de projet. Ce sont les règles fixées par les financeurs et, on va dire, par les règles du cahier des charges. Et pour finir, avant de laisser la place à d'éventuelles questions, le principal conseil que j'aurais, c'est prenez la place de chacun des partenaires potentiels que vous envisagez et essayez de vous poser la question, est-ce que la collaboration peut être stratégique pour vous ou pas? Si quand vous êtes sur un profil de structure, vous estimez que si vous étiez cette structure-là, vous ne rentriez pas dans le projet, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a soit un déséquilibre de création de valeur, soit pas de création de valeur pour un des acteurs. Et c'est ça qui est difficile, c'est que on a envie parfois de force de trouver un partenaire industriel pour pouvoir répondre au projet, mais si jamais c'est pas cohérent pour vous au moment où vous le mettez en avant, ça sera clairement jugé comme incohérent par les financeurs qui sont très habitués à ce genre de, je dirais, de logique. Il faut qu'il y ait vraiment une création de valeur individuelle et une création de valeur collective. Si vous ne trouvez pas ça, c'est que vous n'avez pas encore bon consortium. Et pour moi, c'est la principale difficulté je dirais, de cet appel à projet, c'est de monter un consortium cohérent avec deux industriels qui doivent réussir à trouver une création de valeur synergique. Et j'en aurais terminé, excepté si vous avez des questions, évidemment. Merci Alan. Merci pour le témoignage très, très complet. En tout cas, il n'y a pas forcément de questions. C'était très concret aussi dans les pistes en tout cas de bonnes pratiques, on va dire, de projets collaboratifs. Si ce n'est une question, est-ce que du coup tu y retournerais à ce dispositif? Ah oui, tous les jours. Oui, bien sûr. Oui, alors, oui, non, la source de financement était quand même importante. Il faut quand même le rappeler, pour un appel à projet régional, on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est hyper significatif. Et honnêtement, pour le coup, je l'ai déjà dit, mais je le redis, sur ce point-là, la région Bretagne a quand même mis en place des dispositifs qui sont un véritable soutien. C'est aussi pour ça, je pense que comme c'est très attractif, il faut mettre des contraintes et il faut que ça soit créateur de valeur en région. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Serba Alliance Finistère. Nous, nos échanges historiques, ils étaient avec Serba, je dirais France. Donc c'est plutôt Île-de-France, en l'occurrence chez eux, leur siège est en Île-de-France. Et on est allé chercher un laboratoire breton pour justement créer aussi cette effervescence locale. Donc comme la région est très généreuse, elle impose des contraintes. Il y a de la vertu à aller chercher un partenariat industriel, c'est que si déjà avec du financement c'est difficile, ça veut dire qu'on a tous du mal à faire des partenariats industriels. Donc il faut plutôt le voir pour moi dans ce sens-là, c'est-à-dire de dire j'ai parfois pensé à faire des partenariats industriels avec certains acteurs, mais on n'avait pas le financement. Et là, il y a un coup de pouce extrêmement puissant qui peut apporter par la région. Alors que parfois, dans les autres appels à projets, on peut avoir plutôt l'idée de se dire, on trouve l'appel à projet, on va voir ce qu'on y met dedans. Pour celui-là, c'est quand même plus difficile. Nous, on avait des relations avec Serba depuis plusieurs années et ça a été la justification pour pouvoir tous se mettre autour de la table et que chacun ait le souhait je dirais, d'investir en fonds propres une partie de ses moyens financiers pour créer quelque chose en commun. Mais j'y retournerai évidemment. Bon, je pense que la région n'a pas forcément envie de me revoir tout de suite sur ce même appel à projet. Donc je vais peut-être les laisser respirer un petit peu. Mais pour nous, on est très très content à la fois évidemment d'avoir été lauréat, mais de la réalisation du projet. Ça nous a fait beaucoup progresser. On a pu faire de l'appui scientifique, ce qui est aussi important pour une société comme la nôtre qui parfois c'est difficile de déposer seul je dirais des articles scientifiques. On dépose beaucoup d'articles cliniques, mais des articles scientifiques, c'est pas forcément évident. Et donc là, on avait, par l'intermédiaire du laboratoire COS, tout un soutien sur leur expertise dans la conduite de recherche et en gros la valorisation de cette recherche au niveau académique. Bon, écoute, c'est pas pour celui de cette année. Le dispositif, enfin, sauf si je me trompe, a vocation à être pérennisé. Donc, pas de souci pour dans l'année prochaine. Mais avec grand plaisir, j'ai plein d'idées. Aucun problème. Bon, merci en tout cas pour ton témoignage, Alan. Et puis, on va pouvoir poursuivre avec la session de
pitch, enfin voilà, de potentiels candidats au dispositif. Alors excusez-moi, je vais devoir défiler les slides avant de laisser la parole à la première présentation de projet qui est par Stéphane Charpentier. Si vous pouvez allumer votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous en tout cas. Bonjour, vous m'entendez? Oui, vous pouvez. Donc, c'est Gwen qui fait le maître du temps, mais allez-y pour dérouler votre slide. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous. Et puis, merci à Alan pour sa belle présentation qui donne envie. Donc, pour présenter notre projet et l'entreprise, donc l'entreprise c'est Mobilis. On est un bureau d'études expert en mobilité. On est basé à Redon, on est 12. Spécialisé dans les réseaux de transport, l'ingénierie des mobilités alternatives, la sécurité, l'accessibilité aux points d'arrêt de transport collectif. Pardon. Et donc le but de notre projet, donc c'est Mobidit V3. Alors pourquoi V3? C'est parce qu'on a déjà des choses dans les cartons sur lesquels se baser et qu'on souhaite améliorer. Et en termes d'amélioration, c'est rendre plus automatique le recueil et l'analyse de données liées aux caractéristiques de la voirie et des points d'arrêt. Par rapport à nos projets, il y a toute une partie qui traite ou qui touche le recueil de données sur le terrain pour caractériser les infrastructures et puis en faire des préconisations d'amélioration derrière. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est fait manuellement avec des outils et on souhaite améliorer cette partie-là. Et donc, en termes de compétences qu'on cherche, c'est des compétences plutôt numériques sur du recueil de données à base de lidar, de radar, de traitement d'images. Alors, c'est du recueil de données et puis les traitements qui vont derrière, sur tout ce qui est traitement d'images, le big data et de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai dû faire un slide juste derrière pour expliquer un peu voilà. Donc, aujourd'hui, en haut, c'est ce qu'on a aujourd'hui, donc des outils de recueil avec des chronomètres, des tablettes, des mètres, des odomètres, des auditeurs qui vont sur le terrain. Ils relèvent toutes les données sur des tablettes, ça revient sur nos serveurs. Et puis derrière, on produit des rapports. Et donc, la partie amélioration qu'on souhaite touche le recueil de données à base d'outils numériques, de lasers, de caméras, entre autres, et de l'intelligence artificielle pour traiter toutes ces données afin de consolider et d'améliorer la productivité et la pertinence des informations qu'on produit à l'issue. Juste pour info, donc en termes de tout ce qui est voirie, point d'arrêt, aujourd'hui on a audité 9000 points d'arrêt, peut-être 800 km de voirie, et on voit les limites de le faire en partie manuellement. Et on perçoit absolument les marges de manœuvre en termes d'optimisation et d'amélioration. Alors, jusqu'où pourra aller l'amélioration et l'apport des nouvelles technologies, c'est aussi un des buts de ce projet parce qu'on ne sait pas jusqu'où on peut améliorer les choses. Donc voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. S'il y avait des questions. Très bien. Donc, effectivement, vous pouvez me dire, enfin, je ne l'avais pas précisé, mais de passer les slides, parce que c'est moi qui ai la main sur la présentation. Donc, je vais laisser maintenant la main à Ludovic Corvol. Donc, Ludovic Corvol, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro. Bonjour. Ah, on ne vous entend pas, Monsieur Corvol. Votre micro est-il bien allumé? Dans les paramètres audio, vérifiez que... On vous entend, mais de très loin, en fait. On va essayer autre chose. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, Parfait. beaucoup mieux. Ok, très bien. Bonjour à tous. On va rester dans le domaine de la route. Le réseau routier est la colonne vertébrale de notre économie. Aujourd'hui, en cas d'accident, ni les exploitants, ni les usagers ne sont informés en temps réel du défaut du fonctionnement de nos équipements. Cela pose plusieurs problèmes de sécurité routière,
de suraccidents, surcoûts dans les réparations. Notre solution, c'est de coupler les équipements routiers avec des capteurs pour informer en temps réel des dispositifs accidentés. Si vous passez à la slide suivante, s'il vous plaît, vous verrez que cette solution, elle est portée déjà par des industriels. Donc là, on n'aura pas la problématique évoquée précédemment sur trouver des industriels. On a déjà 2 PME bien en place qui ont déjà testé la solution et nous recherchons un partenaire. Alors, qui fait quoi? Rousseau, c'est l'entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements routiers, à savoir les glissières d'autoroute. RF Track, spécialisé à Cesson-Sévigné dans la conception et les fabrications de capteurs ultra faible consommation. On a déjà validé un prototype au cours de crash test organisé dans le cadre de l'homologation de la barrière Xenon. C'est pour ça que le projet s'appelle Smart Xenon. Et aujourd'hui, on recherche un partenaire académique qui soit en capacité de nous aider à faire une étude sur la propagation des ondes de choc pour optimiser le positionnement des capteurs, premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est l'optimisation de l'algorithme pour alimenter la future interface utilisateur. Voilà, donc la barrière connectée, c'est le sujet de ce projet et nous cherchons un partenaire académique qui est très rapidement opérationnel car nous, les crash tests ont déjà été effectués et nous travaillons sur la dernière brique. Merci, merci bien, c'était très clair. Donc, si des partenaires, en tout cas, sont identifiés au cours du webinaire, ils prendront contact avec vous. Et n'hésitez pas à reprendre contact aussi avec les pôles pour essayer d'identifier, en tout cas, ce partenaire académique manquant. Je dois maintenant laisser la parole à Camille Héroux de la distillerie Héroux. Malheureusement, je ne suis pas sûre de vous trouver dans la liste, Camille. Donc, si vous êtes connecté avec le nom de quelqu'un d'autre ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous remplace, n'hésitez pas à vous faire connaître dans le chat. Je propose de passer à Lisa Ferrer et de revenir, en tout cas, parce qu'à ce jour, personne ne se manifeste. Donc, c'est Lisa Ferrer de la société Kirae. Bonjour à tous. Donc Kirae, c'est une société qui existe depuis un peu plus d'1 an. On développe des jeux qui permettent à nos utilisateurs d'identifier, développer et valoriser leurs compétences transverses, donc leurs soft skills. Et on a un premier projet qui est une application mobile qui est sortie dans sa première version avec 5 compétences. Et un deuxième projet qu'on porte avec 2 laboratoires de l'Université d'Angers autour du développement d'environnements en réalité virtuelle. Donc, on a des expertises cognitives fortes en interne. On cherche des partenaires sur les volets autour de la modélisation 3D des avatars et puis autour du traitement des données pour travailler sur le développement de nouveaux algorithmes liés au développement de nouvelles compétences. Voilà. Merci beaucoup. On va passer, donc j'ai fait un dernier appel en tout cas pour Camille Héroux, mais si personne ne se présente, on va passer au pitch compétences. Et on démarre avec Pétronie Frenel de la société Medprint. Alors bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, super. Donc oui, Pétronie Frenel, donc je suis directrice générale de la société Medprint, qui existe depuis un peu plus d'1 an. Nous sommes spécialisés dans l'impression 3D plastique et métal. On propose donc des services d'impression 3D industrielle depuis l'étude de faisabilité jusqu'à la production en petite et moyenne série.
On dispose d'un parc machine qui nous permet de proposer un choix assez large de matériaux et d'accompagner les entreprises dans les différentes étapes de leur projet depuis la conception, la conception en tout cas spécifique 3D, le prototypage, l'impression et la post-production. Alors MedPrint est plus particulièrement spécialisé sur le secteur du médical et notamment dans la création de simulateurs et de modèles anatomiques fonctionnels. Et au travers de notre partenariat avec l'entreprise Soprofam, alors on est tous les deux basés en Bretagne, Soprofam à Fougères et nous on est basés dans la banlieue rennaise. On peut également proposer nos services d'impression 3D à tout type de secteur d'activité. Voilà. Merci. Donc, je passe maintenant la parole à Pierre-André Demart de la société Actalia. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Bon, parfait. Donc, bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir permis d'être là et merci pour toutes ces présentations. Je m'appelle Pierre-André Demart, je suis responsable de projet chez Actalia, le premier centre agro-industriel de France. Et je vais essayer de relever le défi qu'on nous a donné, donc de présenter ce que ma société peut faire pour vous en 60 secondes. Donc, dans un contexte où les consommateurs sont toujours plus exigeants en ce qui concerne l'ensemble de la conception des produits et leur impact environnemental, les produits comme les entreprises sont de plus en plus mis en compétition sur le marché. C'est pour gérer au mieux cette réalité qu'Actalia peut vous aider. Si vous vous demandez comment vous démarquer, la clé de la compétitivité, c'est l'innovation. Et nous pouvons vous accompagner lors de vos projets, de leur conception à leur réalisation, en passant par l'aide à la recherche de financement si nécessaire. Nous pouvons par exemple vous accompagner sur le plan de l'innovation, de la conception ou de la reformulation de produits avec notre grande expertise du domaine des produits laitiers. Sur le plan de l'innovation process, en adaptant ou créant des capteurs pour une mesure spécifique sur votre ligne de production, et sur le plan du bilan environnemental avec notre service environnement, expert en éco-conception et analyse de cycle de vie. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande et merci de votre attention. Voilà. Challenge réussi, merci bien. Merci. Je laisse maintenant la parole à Marie Furic. Vous m'entendez? Très bien. Donc, bonjour à tous et bonne année. Donc, Marie Furic, je suis coordinatrice de la plateforme technologique Prodiabio, donc, qui est basée à Pontivy en Centre-Bretagne et dédiée aux procédés et bioprocédés. Donc, en fait, Prodiabio résulte d'un partenariat entre 4 établissements de formation et dépend de l'Université Bretagne Sud. Donc, la plateforme est associée au laboratoire de recherche IRDL et LBCM de l'Université Bretagne Sud. Notre mission, c'est d'accompagner à l'innovation les entreprises du territoire. Donc, on les accompagne en leur mettant à disposition les équipements et les compétences des établissements de formation partenaires. Et en retour, on a aussi des missions pédagogiques auprès des élèves et étudiants. Donc, on intègre dans nos projets lors de stages et de projets tutorés. Donc, les porteurs de projets avec qui nous travaillons se trouvent dans les domaines de l'agroalimentaire, des bioindustries, chimie, environnement, pharma ou cosmétique. Donc, nous intervenons sur de la transformation, valorisation de biomasse, donc tout ce qui va être procédé de valorisation de matières premières, coproduits ou déchets. Nous intervenons en génie alimentaire, donc tous les procédés qui vont concerner la pasteurisation, qui vont concerner la transformation d'aliments. Nous pouvons intervenir en chimie, biochimie et microbiologie et en maintenance et automatisme industriel. Donc concrètement, des exemples de travaux R&D, c'est d'étudier le potentiel de technologies innovantes sur des matrices, notamment des matrices alimentaires. Donc ces technologies s'appellent les champs électriques pulsés, la détente instantanée contrôlée ou l'homogénéisation de pression. On va pouvoir développer et qualifier des nouveaux procédés ou bioprocédés et caractériser les matrices qui auraient été transformées par la rhéologie, granulométrie, texturation. Voilà pour moi. Merci bien. Merci. Donc, c'est maintenant à Pierre Hoffmann.
Vous me voyez, vous m'entendez? Oui. Donc bonjour, donc Pierre Hoffman d'Indiroise. Donc la spécialité ici, c'est le développement de techniques de produits hardware pour différentes industries, essentiellement marines, historiquement militaires et renouvelables. Et donc je peux vous soutenir dans des missions d'innovation, d'analyse critique de solutions techniques, d'analyse de problèmes et de la recherche de leurs solutions, ainsi que la gestion de projets de développement. Donc, ce qui caractérise cette offre, c'est une vision technique globale, la maîtrise des tenants aboutissants de plusieurs technologies et leurs interactions, surtout dans les systèmes un peu complexes. La maîtrise des différentes phases d'un projet de développement, et puis aussi une capacité d'innovation construite, mais surtout, le maître mot, c'est réaliste. Donc, si vous avez besoin d'un soutien ponctuel ou une collaboration à plus long terme, n'hésitez pas à me joindre sur les coordonnées que vous voyez. Merci. Merci à vous. C'est maintenant au tour de Christophe Augier. Alors, je ne vous vois plus dans la liste, vous y étiez. Alors, est-ce que vous êtes connecté avec le nom avec quelqu'un d'autre? En tout cas, si jamais vous êtes connecté, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Je propose de passer à la personne suivante, qui est Éric Dréan. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Éric Dréan, dirigeant de la société Photonize. Donc, Photonize est une société qui est basée à Rennes, enfin, en fait, à Saint-Grégoire, à côté de Rennes. Et c'est un petit groupe, enfin, en fait, une trentaine de personnes. Donc, on offre, nous, des solutions optiques sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire de la conception, développement, donc de solutions optiques autour de la vision industrielle, ou bien de ce qu'on appelle l'imagerie spectrale. Donc, on peut faire du développement, je dirais, sur des solutions matérielles, c'est-à-dire qu'on va développer différents types de caméras, différents types de capteurs, mais également on développe des plateformes logicielles pour donc gérer ces capteurs, collecter la donnée et la traiter. Donc, on a des laboratoires à disposition avec des moyens qui sont toute une série de caméras, de capteurs, de spectromètres, des logiciels pour faire de l'intelligence artificielle, associés bien sûr à des techniques d'imagerie, plateformes d'acquisition, tout ce qui est composants, optomécanique et j'en passe. Donc, quelques exemples de travaux R&D qu'on a menés récemment. Donc, là, on vient de mettre au point un produit qui s'appelle iSmart, qui est à la base un capteur infrarouge embarqué pour aller sur un engin agricole, donc sur une épondeuse agricole, pour mesurer donc l'azote et différents éléments chimiques, le phosphate, le potassium et le carbone, donc dans le fumier solide, donc qui est un milieu extrêmement hétérogène. Alors au passage, je signale que effectivement ça c'est un projet qui a été financé par la SNINFEDER et financé par la région, qui s'appelait Upsolis, qui est terminé maintenant, et qui avait été à l'époque collabellisé par ID Forecast et puis Image et Réseau. Donc ça, c'est un exemple aussi de success story parce que ça donne un produit, aujourd'hui iSmart est un produit plus universel et qu'on va utiliser également pour le secteur agroalimentaire, notamment pour mesurer différents paramètres sur des produits. Ça peut être le lait, par exemple, mesurer des matières grasses, des protéines dans le lait. Voilà, ça c'est un produit donc qui est devenu un produit Photonize. Autre exemple, iPIF, qui est un logiciel donc là, de mesure de vitesse d'écoulement. Donc là, c'est vraiment sur des fluides et la particularité de ce logiciel, c'est que tous ces écoulements sont mesurés et en temps réel. Un projet qu'on a également, sur lequel on est encore en train de travailler, donc ça, c'est le développement d'une caméra hyperspectrale rapide. Donc ça, c'est pour des applications dans le secteur agroalimentaire et toutes les filières agricoles qui peuvent y être associées. Donc ce capteur, donc, qui utilise une technique en fait d'imagerie très spécifique, va permettre donc de faire de l'analyse de composition donc des produits alimentaires
mais aussi ça peut être des applications donc de la détector, de détection de corps étrangers dans un vrac alimentaire, par exemple. Voilà. Donc là, on développe ces capteurs et on vient les monter. Ça peut être sur des chaînes de production, donc sur des convoyeurs, notamment de produits alimentaires. Et puis, donc, un autre, le dernier exemple sur lequel on a travaillé également cette année, c'est donc un analyseur pour le vignoble, donc pour le monde vitivinicole. Donc, ce sont des capteurs qui sont montés donc, sur des enjambeurs agricoles pour aller sur la vigne et qui sont utilisés pour la détection précoce donc, de maladies de la vigne, avec une information donc de géolocalisation pour détecter, je sais pas, par exemple, l'apparition précoce de mildiou et pouvoir informer l'agriculteur de la localisation, de l'apparition de la maladie pour un traitement rapide de la parcelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci bien. Donc, c'est maintenant Anaïs Lajaric de la société Seabird. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, super. Merci et bonjour à tous. Donc, je suis Anaïs Lajari, je suis ingénieure R&D chez Seabird. Et donc, nous sommes formulateurs et producteurs de granulés en bioplastique compostables en fin de vie. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va sélectionner à partir des bioplastiques disponibles sur le marché ceux qui sont les plus adaptés pour répondre au cahier des charges du produit fini. Donc, on travaille uniquement avec des bioplastiques qui sont biodégradables et compostables en fin de vie, et on essaie de maximiser le pourcentage de biosourcés dans nos formulations. Donc, une fois qu'on a sélectionné ces bioplastiques, on va formuler la nouvelle matière en mélangeant différents bioplastiques entre eux dans les bonnes proportions. Et on peut aussi éventuellement ajouter des charges minérales ou végétales. On travaille par exemple avec de la poudre de coquilles d'huîtres. Et on peut aussi également ajouter des bioadditifs pour avoir un bon mélange. Donc actuellement, on a une capacité de production qui est d'environ 200 tonnes par an. Et cette production devrait augmenter dans l'année, donc être multiplié par 5 normalement. Et donc une fois qu'on a formulé ces granulés, ils vont pouvoir être transformés en produits finis par des transformateurs, des industriels ou nos partenaires. Et donc ces produits finis peuvent être des emballages rigides, des monofilaments pour faire des filets de pêche, des coupelles à huîtres, des poches à huîtres, voilà, principalement dans l'environnement marin, mais pas que, puisqu'on est aussi, donc, comme je vous le disais, dans tout ce qui est emballage rigide, mais aussi dans le domaine médical avec des non-tissés. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou pour toute autre demande. Merci beaucoup. Merci. On poursuit avec Nathalie Melaine. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous, donc je suis Nathalie Melaine, je suis chargée de valorisation des plateformes technologiques en biologie santé de l'Université de Rennes 1 et je suis également animatrice du réseau Biogène Ouest. Donc je représente aujourd'hui les 20 plateformes de l'Université de Rennes 1 en biologie en santé et notamment l'UAR Biosite, mais je représente aussi les 36 plateformes du réseau Biogène Ouest. Donc, ces plateformes peuvent être bien sûr partenaires ou prestataires dans le cadre de l'appel à projet qui nous concerne aujourd'hui. Elles œuvrent dans des domaines d'application assez larges qui vont de la santé, la nutrition santé, la cosmétique ou encore l'agri-agro. Alors, je ne peux pas aujourd'hui faire une liste exhaustive de toutes les technologies et les offres de ces plateformes, mais pour exemple, elles offrent des prestations de microscopie électronique, de la protéomique par spectrométrie de masse ou encore de la bioinformatique. Et puis, il y en a bien d'autres, comme vous pouvez le voir sur cette slide. Donc, je me tiens à votre disposition pour échanger sur vos besoins dans le cadre de cet appel à projet et autres, bien sûr, et puis vous mettre en relation avec ces plateformes. Je vous remercie. Merci. Donc, c'est maintenant au tour de Christine Salomez.
Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien et si vous me voyez. Très bien. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Merci pour le temps que vous m'accordez. Éolane, nous sommes basés en Bretagne et en Pays de Loire. Nous avons 6 sites de production en France et nous avons surtout un bureau d'études intéressant composé de 80 personnes qui nous permet donc d'accompagner nos clients sur des cycles de vie de produits en démarrant bien sûr donc du coup par la R&D. Nous sommes sur 8 marchés, mais notamment celui de la santé bien-être, également le marché agricole avec les machines agricoles, etc., où on peut accompagner nos clients. Alors Éolane, nous n'avons vraiment aucun produit propre, ce sont uniquement les produits de nos clients. Et donc, on peut accompagner nos clients à concevoir, développer leurs produits, que ce soit sur la partie soft ou la partie hard. Et sur la partie hard, notre support consiste à nous occuper de la partie électronique, qui est notre métier de base, mais également de vous aider sur le développement de la mécanique, de la plasturgie, de la tôlerie. Donc, en un mot, de la conception complète de vos produits. Et à partir de là, bien évidemment, on peut prendre en charge l'industrialisation de vos produits, la fabrication, que ce soit sur des sites français, puisqu'on en a site, ou des sites dits compétitifs à l'étranger, puisqu'on en a site également. Et donc, on a chez Éolane pas mal de référents, pas mal d'expertise, comme de la miniaturisation, de la puissance, de la radio. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin de concevoir un nouveau produit. Vous avez tous les détails en dessous, je ne vais pas rentrer dedans. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci. Alors, on peut peut-être revenir à Christophe Augier qui est de nouveau connecté pour la société Kitae. Alors, j'arrive pas à. Je vais regarder. Hop, je vais activer votre micro. Mais en fait, est-ce que vous pouvez essayer de l'activer de votre côté parce que je n'y parviens pas? Monsieur Augier. Je vois que c'est écrit web à côté de Monsieur Oui, Augier, donc je si en sais. web, il y a moyen que ça ne fonctionne pas en fait, le micro. Ouais, c'est ce que je craignais. Monsieur Augier, je suis vraiment navrée, mais on ne va pas pouvoir vous laisser la parole. En tout cas, voilà, les slides, en tout cas de votre société seront bien jointes au PowerPoint qui sera diffusé aux participants. Il y a votre adresse mail aussi également. Donc, si jamais des personnes souhaitent rentrer en contact avec vous, ils pourront le faire. Alors, donc on a terminé les pitchs, les collègues. Je ne sais pas s'il y a des questions qui restaient à traiter sur la partie appel à projet. Alors, sur la partie appel à projet, on avait une question, alors tu as un petit peu répondu, Charlotte, tout à l'heure, mais voilà, les délais sont un petit peu courts pour cette édition. Est-ce que l'appel va être reconduit en 2023 ? C'est la 7e édition déjà de cet appel à projet cette année. C'est plutôt un dispositif qui a vocation, comme tu as dit, Charlotte, à se pérenniser. Évidemment, on ne peut jamais avoir de confirmation puisque c'est un appel à projet qui est aussi dont les élus votent chaque année. Donc, il faudra attendre la confirmation en fin d'année prochaine. Mais généralement, en tout cas là, c'est la 7e année, il y en a eu un tous les ans. Et je peux rajouter qu'il y a d'autres dispositifs d'aide aussi qui sont parfois au fil de l'eau toute l'année. Donc, n'hésitez pas à contacter votre pôle référent pour avoir des informations sur d'autres moyens que cet appel à projet-là de financer votre projet d'innovation. Tout à fait. Donc, il n'y avait pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Bon. Eh bien, on a fini dans les temps. En tout cas, on vous enverra à l'issue, donc plutôt en début de semaine prochaine, les présentations PowerPoint avec le replay du webinaire. Et puis, le message, c'est vraiment de ne pas hésiter à nous contacter pour toute idée de projet.
en vous souhaitant en tout cas une bonne journée et un bon week-end à venir. Au revoir. Bonne journée, Bonne merci à journée tous. tout le monde. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.